énormément travaillé, donc on a pensé que c'était pas mal de vous montrer ce qu'on pouvait avoir comme relais institutionnel pour faire de la recherche en chirurgie. Parce qu'au fond, il y avait de temps en temps quelques unités chirurgicales à l'INSERM, au CNRS, puis vraiment ça a été en diminution. À un moment, on s'est dit ça n'est plus possible de faire de la recherche chirurgicale, en tout cas menée par les chirurgiens. Et là, dans les objets qui ont été créés par le Fonds d'investissement d'avenir, il y a pas mal d'objets qui ont été créés, auxquels participent beaucoup les chirurgiens, surtout depuis qu'ils font de la recherche. Voilà. Et puis, il y a certains d'entre nous, comme François Patou, qui même ont eu qu'on appelle le RHU, de recherche universitaire, vraiment centré sur la chirurgie. Donc, moi, je connais François depuis longtemps, tout petit. Quand il essayait de greffer des îlots de Languerrance et que personne ne croyait qu'il y réussirait, voilà, je suis content maintenant qu'il arrive à ce stade. On est vraiment très très heureux de l'accueillir ce soir pour nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire comme structure qui soit pilotée par les chirurgiens. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit automatiquement les chirurgiens qui les pilotent, mais voilà, c'est possible. Et François, je te remercie beaucoup de nous parler de ça. Merci beaucoup Dominique, donc merci à tous de m'accueillir. Je suis toujours content de venir à l'Académie, avec laquelle je suis bien lié depuis de nombreuses années, depuis plusieurs générations même. Donc, je vais vous parler d'un RHU. Donc, voilà, top. Et puis exotique, et je ne vais pas dire grand chose, donc en fait, je ne vais pas vous parler que dessous quand même, je vais vous parler un petit peu de science, en fait, du fond. Et globalement, c'est ça, un RHU. Un RHU, c'est un contrat de recherche, mais dont le montant est assez inhabituel. Vous voyez là en bas, c'est 6 millions d'euros de subvention. Donc c'est beaucoup d'argent quand même. Donc je voulais vous rassurer, et ça met du temps quand même. Et la première fois que j'ai eu une subvention, c'était la Fondation de l'avenir, comme vous me demanderez peut-être l'année prochaine. Et c'est comme ça qu'on a commencé il y a 25 ans. Et donc tout se fait pas en un jour. Mais un jour ça peut arriver. Donc l'idée c'était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bien sûr on n'est pas tout seul, c'est pas que de la chirurgie. De toute façon tout ça c'est un petit peu artificiel. Et les diplômes ne font plus beaucoup de différence entre les différentes spécialités. On s'intéresse beaucoup surtout aux pathologies. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Les investissements d'avenir. Donc c'est un machin qui a comme illustration de sa solidité sa résistance à 3 alternances politiques. Ce qui montre bien qu'elle devait être pas trop mal pensée parce que ça arrive assez rarement. Donc en gros c'est un réaménagement complet du paysage académique, de la recherche, même au-delà de ça, et même de la recherche industrielle, donc de la recherche en France, pour essayer de surmonter le paradoxe français du morcellement, de l'éparpillement, du millefeuille. Et par le pouvoir démocratique normal, les ministères, c'était impossible. Donc en gros, c'est un truc un peu de despotisme éclairé, qui a été décidé par, à l'époque, c'était Rocard merci. Voilà lui, l'autre bord politique, qui avait imaginé ce truc-là et qui a été lancé sous Sarkozy et continue ensuite. Donc l'idée, c'est qu'il faut... merci. Il faut remettre un peu d'ordre et pour ça, parallèlement aux structures existantes, créer des choses qui sont plus grosses, plus structurées et qui sont fondées sur l'excellence scientifique. C'est des gros mots qui sont assez mal entendus en France. L'excellence, ça fait toujours peur. Donc ça a causé beaucoup de remous, mais ça s'est fait contre vent et marée. Donc ça, c'est une carte de France qui vous donne des objets, parce que c'est comme les poupées russes, vous verrez à la fin. Donc il y a des objets différents. En santé, il y a des IDEX, ça c'est vos universités, il y a les LABEX, c'est les laboratoires qui se réunissent, les équipex, c'est les équipements, les IHU, c'est des espèces de petits hôpitaux universitaires thématiques. Et puis le RHU, c'est le sujet dont je vais vous parler. Donc il y a des universités, des laboratoires, et RHU, c'est des projets. Donc c'est pas une structure, c'est un projet. Donc ça, vous voyez, c'est toujours la carte de France. Donc nous, on est dans les Hauts-de-France, on n'est pas forcément les plus riches. Et vous voyez qu'en Île-de-France, en bas à gauche, il y a beaucoup de projets. Chaque petit point, c'est un de ces projets, une de ces catégories-là. Et ça s'appelle ça s'est appelé le grand emprunt au début, les investissements d'avenir, maintenant ça s'appelle investir l'avenir. Et c'est la même chose, c'est un bureau à l'envers du Premier ministre, juste derrière, et puis ça travaille en parallèle des ministères, et ça crée quand même pas mal de soucis, mais ça a avancé à bâton rompu depuis près de 15 ans maintenant. On en est à la 3e étape. Alors, Small Big, je vais faire quelques introductions, parce que je vous dirai de quoi ça parle. C'est un choix cornélien quand on est jeune chercheur chirurgien. Small is beautiful, dans son petit labo, avec son petit projet, avec son petit financement, mais qui suffit. Et on se dit, bon, aller dans une grosse équipe, avec des gros scientifiques qui ont plein de temps, qui vont m'écraser, finalement, est-ce que c'est le bon choix? Et donc je peux vous dire que je me le suis posé à plusieurs reprises. On est parti de tout petit, d'une petite tablette avec 2 sièges et 2 mètres carrés.
petit à petit, en 25 ans, les différentes étapes. Et jusqu'à présent, je dois dire qu'on n'a jamais eu, on a hésité, parfois eu peur, mais on n'a jamais regretté la mutualisation et d'aller vers s'assembler avec les plus grands pour aller vers des objets plus solides et plus structurés. Et c'est un choix difficile, il faut faire attention, il faut être prudent, et il faut bien sûr aller ça avec raison, il ne faut pas aller comme ça, parce que c'est pas un monde fait que de douceur, hein, c'est dans la structuration de la recherche, il y a des gens qui sont aussi dans le pouvoir, c'est compliqué, mais je pense que la direction est la bonne, et puis rester petit n'est pas la solution, ça vous empêchera d'avancer si vous voulez aller plus loin. Donc un des exemples pour nous, ça a été, bon déjà j'ai pris des postes de CPE pour passer 15 ans, on était une unité INSERM, une toute petite unité INSERM monotype, une unité INSERM quand même, donc autonome, et on a accepté l'idée de se regrouper avec deux autres unités, donc deux collègues à moi, Frangel et Barstal, donc des scientifiques de top niveau, avec Index 500, tout ça, bon, pas le même calibre, mais qui avaient bien besoin d'un chirurgien, entre guillemets, surtout d'un clinicien, faisant de la recherche translationnelle à une époque où la chirurgie ou la recherche en biologie devient de la recherche en santé humaine, où vous travaillez sans accès aux patients, sans accès aux échantillons, est quasiment impossible pour nos collègues. Donc ça a permis de créer ce LABEX, qui a eu donc le label LABEX, donc on est trois avec un triumvirat, donc on a fait attention à la gouvernance, il n'y a pas un chef, il y a un triumvirat, et on travaille ensemble. Quand on commence ça, on est aidé, ça veut dire que notre environnement local, régional par exemple, a abondé l'argent du grand emprunt pour, par exemple, permettre la construction d'un bâtiment. C'est quand même bizarre quand on est un clinicien, puis un petit chercheur, un jour, dans l'hôpital où vous avez été étudiant, il y a un bâtiment qui fait 3 étages, dont vous avez l'impression d'avoir contribué un peu à la création, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais ça arrive parce qu'on accepte d'aller dans cette dynamique de mutualisation. Alors le sujet, l'histoire, parce que c'est une histoire aujourd'hui dans cette grande aventure, que je vais vous raconter celle du RHU, ça commence par un autre thème. Notre thème, nous, c'est le traitement du diabète par la chirurgie ou les traitements interventionnels. Le diabète de type 1, Dominique en a dit un mot, c'est une autre histoire, mais donc maintenant, c'est le diabète de type 2, les maladies métaboliques par la chirurgie métabolique ou bariatrique. Vous savez sûrement que ça existe, que ça se développe beaucoup, hein. Juste, j'aime bien dire ce chiffre, 1% des Français ont été opérés aujourd'hui. 1% de la population adulte française a été opérée, 500 000 personnes. Mais c'est surtout un traitement très efficace des maladies qui accompagnent l'obésité, comme le diabète, c'est bien connu, mais ici c'est la NASH dont il s'agit. Donc la NASH, c'est une maladie qu'on n'imaginait même pas il y a 20 ans, et qui aujourd'hui, c'est une maladie sérieuse, hein, ça va de la stéatose simple à l'inflammation, ça s'appelle la NASH. La cirrhose, ça commence par le foie gras, et ça donne des carcinomes et des cirrhoses, et ça tue les gens en 15-20 ans. C'est une pandémie importante, probablement on annonce quelque chose de terrible sur le plan de la mortalité, parce que les patients qui en sont atteints sont les diabétiques les plus sévèrement atteints, et même si c'est un peu difficile de faire des projections, c'est vraiment annoncé comme une maladie particulièrement importante dans les décennies à venir. Et le paradoxe, c'est que c'est une maladie orpheline. C'est une maladie extrêmement fréquente, qui va toucher des millions de personnes, et aucun médicament n'est disponible aujourd'hui. Il n'y a pas une drogue approuvée dans un pays du monde aujourd'hui pour cette maladie, quand il y en a 42 pour le diabète, etc. Donc c'est une énorme compétition, parce que ce paradoxe, ça attire beaucoup les laboratoires. Donc, tous les laboratoires sont impliqués. Aujourd'hui, il n'y a plus de génisome, mais c'est maintenant plus de 40 drogues qui sont en développement chez l'homme. Il y en a 4 qui sont en phase 3, dont une française. C'est une société de Genfit, une start-up, un des succès des start-up françaises qui est Elvie. Donc en pratique, voilà, c'est une grande course, personne ne sait s'il va y arriver, mais les médicaments en phase 3 essaient de randomiser à grande échelle pour savoir si on peut traiter des médicaments à NASH. Donc, notre histoire à nous, puisque les histoires, elles arrivent au bout quand on a la fin, c'est toujours facile, mais ça commence toujours petit. Ça commence par un blind date, ça veut dire, vous savez, c'est en anglais, quand on se rencontre un peu par hasard. Au début, la bariatrique, la chirurgie bariatrique et la NASH, c'était plutôt une mauvaise rencontre. C'était le fait qu'il y a très longtemps, il y avait des histoires de chasse, des histoires sérieuses, qui fait que quand on faisait des opérations sur l'intestin, on avait parfois des drames hépatiques. Et ça a expliqué que quand on a commencé à employer une de ces explications, une de ces trucs, donc liver transplantation, after bariatric surgery, donc les gens qui avaient des greffes hépatiques, ou des hépatic failure, donc des drames absolus, des morts, bien sûr, c'était il y a 30 ans. Donc c'est pour ça que quand on a commencé dans le service, et c'est M. Prof, mon patron, qui a beaucoup, beaucoup aimé et fréquenté cette belle société, quand il m'a lancé sur ce sujet, il y a très longtemps, j'ai dit d'accord, mais j'avais lu un petit peu, le foie c'est quand même embêtant, et moi je veux bien m'occuper de ça, mais je voudrais quand même qu'on suive les gens attentivement, et on va faire des biopsies de foie. Donc on a fait un truc totalement fou, qui était, je ne me rendais pas compte, des fois la naïveté ou l'ingénuité de la jeunesse, ça permet de faire des choses qu'on ne regrette pas après.
c'est que tous les patients que j'opérais, je leur ai dit, ok, on rentre dans un programme, vous signez un truc pour une étude prospective, et vous aurez une étude où on va vous suivre attentivement à 1 an, à 5 ans et tous les 5 ans, et vous aurez une biopsie de foie. N'étant pas pathologue, ça ne me dérangeait pas de proposer une biopsie de foie. Donc quand j'étais pas diabétologue, je donnais des OGDT à tout le monde. Donc on l'a fait. Les patients acceptaient, et comme les résultats de la chirurgie étaient spectaculaires, ils étaient suivis, etc. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une espèce de collection invraisemblable, unique au monde, avec plus de 1500 patients qui ont été opérés. Enfin, on a un peu arrêté à la fin quand même de faire des biopsies de gens qui n'avaient pas besoin, mais c'était de la recherche. Donc on a collectionné des biopsies longitudinales de près de 1000 patients et qui n'étaient pas sélectionnés, ce qui est unique au monde, puisque d'habitude on est malade du foie quand on a une biopsie de foie. Donc c'est un groupe très particulier. Donc on avait une fenêtre sur la maladie tout à fait unique. Et donc on arrive à un truc, premièrement, on a commencé avec mon collègue et ami Mathurin, qui est pathologue. Donc quand il est arrivé à Lille, il avait vu qu'il y avait un congélateur et tout ça, il était fou de joie. Donc on a fait une très belle collaboration, ça aussi c'est important. Quand on a un collègue qui arrive d'une spécialité dite alliée, mais souvent un peu conflictuelle, les médecins et les chirurgiens, ça ne s'entend pas toujours. Réjouissez-vous quand un collègue super bon vient, et quand vous avez des rapports un peu difficiles, on s'est presque disputé au départ, parce qu'il avait cru qu'il allait pouvoir me vider mon ordinateur facilement. Quand vous avez un collègue bon, c'est bien, parce que quand il a à manger pour 12, c'est bien mieux d'être à deux, on est synergique, et on a fait un travail formidable, après quelques mises au point initiales. Donc n'ayez pas peur des collègues très forts de l'autre côté, ils vous feront un bien fou. Je pense la même chose, je pense de lui. Donc ça, c'est parce que voilà, on a pu commencer à avoir une description chez les obèses sévères de la NASH. Donc chaque point de ce truc, je ne sais pas si on a je cherchais une... Voilà. Chaque point, c'est un patient pour lequel on a plein de trucs phénotypiques, il y a une OGTT, donc on a l'insulino-résistance, on a plein de choses, on a les enzymes, et puis on a la biopsie hépatique parfaitement réglée, parce que ici, il a réglé la biopsie hépatique, elle est faite par les histologistes, elle est bien faite, donc on a un truc tout à fait unique avec plein de... Mais ça, c'est une étude cross-sectionnelle où on prend les patients au jour d'opération, on les opère, on fait une biopsie de foie en plus. Mais en plus, on a de la longitudinale, puisqu'on a les patients qu'on revoit. Donc on a pu démontrer les premiers de façon réelle, parce que c'était des patients non sélectionnés, c'était pas quelques cas qui avaient une polycystectomie 5 ans après, que la chirurgie, non seulement elle n'aggravait pas la maladie hépatique, mais elle l'améliorait d'une façon spectaculaire. Donc bien sûr, on sait que l'obésité diminue, ça c'est une bonne chose, et les patients font un IBMI à 100 chez nous parfois. C'est des vrais obèses, hein. On avait dans le service, c'est 48. Donc du coup tout le monde baisse, mais incroyablement la stéatose, mais aussi l'inflammation, mais aussi le ballooning, donc les trépieds définissent la NASH, s'améliore de façon spectaculaire quand on refait des biopsies après. Et donc là, récemment, j'arrêterai là pour le fond de la science pour revenir au sujet qui était comment est-ce qu'on fait un RHU. Vous voyez que quand on a pu publier récemment, là on est encore en train, on fait les résultats à 5 ans et dès aux États-Unis dans le gros congrès américain de pathologie. Ça c'est une patiente, il suffit de reprendre, je suis désolé, j'aurais dû couper ça avant. Hop. C'est mon fils. Bon, bref, donc c'est les patients qui ont produit 3 biopsies. Donc ça, on redemande la plainte d'Abnorexel, le histologiste, sortez-lui donc les biopsies de cette dame qui avait une NASH sévère, quand on sait, parce qu'on a les résultats. Voilà ce qu'on a quand on regarde les photos, ça veut dire une patiente qui avait une NASH avec la fibrose, la stéatose, l'inflammation, à 1 an et à 5 ans. Et cette diapositive, elle est importante donc pour la chirurgie, elle est encourageante, mais pour les pathologies en général. On voit que comme pour le virus, quand on traite la cause, on peut faire disparaître la maladie, même ce qu'on pensait fixer comme la fibrose. Donc ça, c'est vraiment un point important pour les pathologies en général, c'est la démonstration. Et puis c'est pas un peu, c'est 85% des patients à 0 qui avaient une NASH à T0 l'ont plus à 1 an, ni à 5 ans, et ça c'est ce qu'on vient de remontrer, c'est le papier suivant, qui va sortir maintenant à 5 ans. Donc on a vraiment des restitutions à l'intérieur. Donc ça c'est notre métier de chirurgien. Bien sûr, après ça continue, et après je m'arrête là pour notre sujet à nous, c'est que maintenant qu'on a ça, chirurgie chez les patients qui ont une NASH, c'est une chose, mais chirurgie pour la NASH, c'est autre chose. Et donc ce genre d'expérience a permis d'avoir avec Philippe Mathurin un PHRC qui a commencé, les premiers patients ont été inclus depuis quelques mois, où on va comparer la chirurgie versus le traitement médical, le best medical care, ça veut dire le régime, pardon, il n'y a pas de médicaments, la prise en charge médicale sur la NASH. La réponse est connue. La question c'est est-ce qu'on aura des complications, est-ce qu'on aura des événements cliniques côté chirurgie qui vont mettre en péril le résultat sur la NASH. Sur la NASH, on le connaît, il y aura très peu de guérison, quasiment zéro du côté médical, il y en aura 85% du côté. Donc 30 patients dans chaque groupe suffiront, et le papier ici qui va sortir, il sera dans une très grosse revue certainement, on va finir dans 3 ans.
Donc voilà, ça sera une autre question pour la chirurgie. Est-ce que la NASH n'est pas une autre indication après l'obésité, après le diabète qui est en train de se faire, de la chirurgie bariatrique? Mais le sujet ici, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est chirurgien, parallèlement à développer sa recherche à soi, et qu'est-ce qu'on fait pour interagir avec l'environnement scientifique qui est profondément multiplié aujourd'hui. Ça s'appelle la recherche translationnelle, et notre équipe, maintenant, elle est baptisée recherche translationnelle en diabète. Ça veut dire qu'un chirurgien, il a une chance formidable d'être au cœur de la clinique, on sait beaucoup de médecins le sont, et en plus, il propose à des gens qui sont souvent sévèrement atteints des traitements invasifs, au cours desquels il peut faire des prélèvements invasifs. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ce qui veut dire que chacun des patients, depuis maintenant 2006, donc ça fait 10 ans qu'on a commencé cette étude, chaque patient opéré dans le service, il a non seulement un phénotypage complet, c'est-à-dire qu'il fait des épreuves d'OGTT, de provoquer, tout un bazar au cours du sang, on fait des examens biologiques et cliniques classiques, et en plus on lui prend des tissus pour l'intervention. On lui prend du foie, on lui prend du muscle, on lui prend de l'intestin, on lui prend de la graisse viscérale et sous-viscérale. Bien sûr, les patients signent un consentement informé, évidemment, ils sont tout à fait volontaires, et puis c'est anodin. C'est l'exemple de morbidité, il n'y a pas de morbidité, et bon, c'est important. Et on congèle tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez n'importe quel point de notre tableur Excel sur 1500 personnes, vous avez non seulement un phénotypage complet, non seulement l'histologie du foie, mais vous avez aussi du foie congelé. Donc si on fait des plus de transcriptomie, la génétique avec le DNA, bref, tous les collègues autour de nous sont excités avec ce cas parce que ça fait un set de data cohérent au moment où on va faire de la biologie des systèmes avec l'intelligence artificielle dont on a évoqué l'existence quelques minutes auparavant. Eh bien, il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup d'avoir autant de patients près dans les conditions qui sont réglementairement impeccables et techniquement ad hoc. C'est important. Et puis je vous en ai parlé, études longitudinales, comme les patients maigrissent, dans une étude formidable où on a non seulement des études cross-sectionnelles où on compare les gros et les pas gros, il y a quelques patients volontaires sains, entre guillemets, qui sont opérés de vésicules, canine de peau, petits seins, qui acceptent de participer à ça aussi. Donc obèse contre non, diabétique contre non, NASH contre pas NASH, ça c'est cross-sectionnel, mais après comme on a la chance avec la chirurgie de voir disparaître, en tout cas ça améliorer beaucoup la diabésité, on peut regarder si des choses qui étaient associées disparaissent avec la condition. Donc ça peut permettre d'aller plus loin dans la causalité ou de s'approcher de la causalité, ce qui est très difficile dans les études observationnelles habituellement. Donc ça, c'est notre pain quotidien, de réfléchir en permanence à comment est-ce qu'on peut interagir avec l'environnement. Ça veut dire assurer une parfaite qualité et une intelligence de ces protocoles pour avoir parce que ce n'est pas les scientifiques qui vont vous aider à inventer les protocoles. Eux, ils consomment, mais ils n'ont pas connaissance de ce qui se passe là. Et donc on arrive à notre fameux RHU. Donc le RHU, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui doit avoir très concentré, parce que c'est un argent important, vous savez, en fait la particularité c'est d'être concentré sur un sujet assez précis, assez délimité, et qui doit être un partenariat industriel. L'objectif c'est que les scientifiques top niveau s'associent avec un industriel crédible pour développer un projet industriel à 5 ans. Donc 5 ans c'est à la fois long et c'est très court. Du développement industriel, avec des outputs, avec des résultats tangibles au bout de 5 ans. Donc ce qui se passe, quand on construit ça, il faut chercher des partenaires industriels. Bon, vous avez compris que les partenaires scientifiques, on avait la chance qu'ils soient concentrés à Lille, autour du LABEX, c'est-à-dire nous, avec la clinique, et puis nos collègues généticiens et biologistes moléculaires, Parsals et Philippe Fourguin, donc on avait les scientifiques. C'est une grande chance qu'ils soient sur le même lieu et qu'ils collaborent ensemble. Il y avait aussi Sanofi, qui est une grosse entreprise française, qui s'intéressait alors encore au diabète, qui est en train de changer en ce moment un petit peu. Mais Sanofi s'intéressait beaucoup à cette approche, s'intéresse toujours beaucoup à la NASH, comme tous les labos, et travaillait avec chacun d'entre nous depuis longtemps. Ce n'est pas des liens qu'on a tissés par opportunisme au moment de l'appel d'offres. Ça existait, on avait tous des contrats avec eux déjà. Et puis l'hôpital, avec le enfin peu importe ce que c'est, mais le FHU, c'est comme le DHU à Paris, c'est-à-dire un endroit où le clinicien essaie de bien faire la clinique pour faire de la recherche translationnelle. Donc tout ça, c'était un cercle vertueux, un partenariat synergique, comme je l'ai écrit, qui était existant et qu'il a fallu simplement cristalliser pour répondre à la planète. Donc deuxièmement, bien sûr, il faut une belle question. Donc là, la question elle était assez limpide, puisqu'il y a vraiment un besoin médical non résolu, puisque la NASH est une maladie orpheline, c'est un marché potentiellement gigantesque, et en plus, tout ça, dont approuve thérapie, c'est une pathogénèse totalement mystérieuse, très mal connue, et en plus, une histoire naturelle de la maladie qui est pas bien comprise, et donc pas bien connue, parce qu'on ne sait pas qui va dans 20 ans en mourir, donc qui il faut traiter 20 ans avant. Donc ça, c'est des belles questions qui n'étaient pas résolues. Puis en plus, ultime cerise sur le gâteau, le diagnostic de la NASH, il faut une biopsie
percutanés pour le faire, ultra invasif. Le diabète, il faut une prise de sang, une glycémie à jeun, vous avez la maladie, vous pouvez traiter les gens et être remboursé par l'assurance maladie. Ici, quand le médicament arrivera, il n'est pas encore là, il faudra une biopsie de foie, donc ça ne va pas du tout. Donc remplacer la biopsie de foie par des biomarqueurs, c'est important. Donc voilà les questions qui étaient posées. Et donc bien sûr, je vous ai déjà parlé de la cohorte, donc c'était le cœur du projet, parce que dans un projet comme celui-là, entre le projet qui dit je vais constituer une cohorte, je vais déposer au CPP, bah oui d'accord, mais ça fait 6 mois, ça fait 12 mois, l'enrôlement, donc dans 5 ans on n'en parle pas du tout. Quand on arrive dans un projet comme ça, avec des résultats préliminaires qui s'appellent « J'ai une cohorte au congélateur où il y a déjà 1000 patients, il y en aura 1500 à la fin du projet », c'est ça qui emporte la conviction. Hein, on parlera peut-être, si vous avez des questions, de pourquoi est-ce que les jurys donnent ou ne donnent pas, et on va voir des éléments, avec le temps on y réfléchit. Et c'est vrai que la crédibilité, la faisabilité d'un projet, c'est important. Donc les résultats préliminaires, ce que vous avez déjà fait avant, c'est aussi très important. Mais vous verrez, c'est pas forcément décourageant, hein, mais c'est vrai que pour des grosses sommes comme ça ne peut pas être fait ça. Ça, c'était un point essentiel. Donc notre truc, c'est simple, on est 3 avec un industriel, chacun un work package. Donc moi, je m'occupe de remplacer la biopsie en trouvant des biomarqueurs. C'est une technique très précise avec des biostatisticiens. C'est le développement d'un biomarqueur. Ce n'est pas juste quelques corrélations. Hein. C'est une méthode d'abord d'exploration des différents biomarqueurs, des centaines de biomarqueurs possibles, la sélection d'une dizaine, l'évaluation dans un score de validation dans une première cohorte, ensuite sa validation à l'extérieur de nous, avec les étrangers qui vont donner des cohortes de validation. Le deuxième, c'est les chercheurs qui vont chercher les mécanismes et les nouvelles cibles. Donc eux, nous, là, on va trouver ici, on va trouver les biomarqueurs. On propose un biomarqueur qui remplacera la biopsie. Eux, ils vont trouver des cibles, ils vont faire des brevets. Notre troisième collègue qui est Mathurin, il a déjà fait ça pour le virus, il va étudier l'histoire naturelle de la maladie avec la modélisation, grâce à la tâche compétitive formidable de la France, grâce au PMSI, grâce au SNIRAM, qui donne aujourd'hui maintenant une fenêtre sur la vraie vie extraordinaire. Il est déjà en train de montrer que les prédictions de la NASH sont probablement surestimées de 5 à 10 fois. Parce que ça arrange tout le monde de dire qu'il y en aura beaucoup. Enfin, 10 fois moins que l'énormément, ça reste quand même beaucoup. Hein. Mais objectivement, les laboratoires ont beaucoup gonflé la mise. Et très clairement, s'ils se confrontent à la mortalité réelle dans la vie, la vraie vie, on a déjà des résultats très intéressants. Et puis Sanofi, ils développent un médicament. On ne va pas trouver un médicament ici qu'on va trouver ici. Hein. Ils ont plusieurs candidats déjà connus. Et on les aide simplement en partant de 0 à 5 ans à choisir le meilleur médicament. Et grâce à ces 3 choses, à avoir le meilleur diagnostic, la meilleure étude clinique de phase 2 quand ils vont le lancer. L'idée initiale, c'est qu'aujourd'hui, celui qui a un médicament, il n'a rien. Il a une drogue, peut-être efficace sur des mécanismes physiopathologiques. Mais après, il faut démontrer à qui il faut le donner, dans quelles conditions il faut le donner et combien de temps il faut attendre pour le voir efficace. Ok, bien sûr, après il y a du management, mais ça c'est les détails dans tous les projets importants. Ça, je vous l'ai déjà dit, finalement, c'était les délivrables. En gros, dans un projet comme ça, il y a des délivrables qui doivent être objectifs, qui doivent être mesurables, et qui, pour chacun des projets, doivent être quantifiables. À la fin, on ne peut pas dire, on ne peut pas donner des idées vagues, par un truc comme ça, je suis clair et très objectif. Voilà, alors, juste avant de terminer, je veux pas vous donner une très grande journée. J'ai été impressionné parce que j'ai été à Strasbourg, j'ai vu que la fin des présentations, mais je sais que Robert Cagazzo, que j'ai croisé sur le quai de la gare, on essaye de ne pas trop se séparer en service pour ne pas laisser tout le monde tout seul, m'a dit à quel point il avait été impressionné de la qualité des présentations. Et j'ai vu, moi, la dernière session, j'avoue que j'ai été aussi très impressionné, donc je vous félicite. Et juste pour finir ma petite demi-heure là, quelques idées, quelques trucs de ce parcours. C'est pas de la grande philosophie, mais c'est un peu de message, de retour sur ce que j'ai connu. D'abord, le truc que je vois ici, c'est on commence toujours petit, c'est une poupée russe mon histoire. Il faut commencer vite. C'est-à-dire que celui qui commence demain, il commence demain, mais il ne commence jamais en fait. Donc soyez conscients que dès que vous faites votre master, je rigole pas, votre master, tout à l'heure il y avait Karim Boudjema, s'il avait été encore là, moi Karim Boudjema c'est lui qui m'a appris à succurer chez les cochons à Strasbourg où j'ai fait mon master il y a 25 ans. Ça a commencé là, tout a commencé à Strasbourg dans mon master. Donc, tout ce que vous faites, ça s'impacte, ça se met dans la boîte suivante et ça s'accumule. Donc il faut commencer petit, on ne peut pas faire autrement, mais commencez tôt et considérez dès le début que si vous avez envie de vous lancer là-dedans, il faut continuer à chaîner toutes les choses. Moi je dis toujours aux plus jeunes, c'est peu importe ce que vous faites dans tous les sens, on a le droit de faire n'importe quoi, et un jour des maths, et un jour de l'immunologie, peu importe. Si vous faites ce que vous aimez, au moins à la fin il y aura un fil rouge, c'est ce que vous avez eu toujours plaisir à faire, et ce sera une logique qui s'alimentera. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut refermer toutes les parenthèses que vous ouvrez.
Le seul truc qui ne va pas, c'est dans son parcours, c'est les parenthèses qu'on n'a pas fermées, le papier qu'on n'a pas fini, le diplôme qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Ça, il faut faire attention. La collaboration, on a un peu merdé, ça, c'est pas bien. Essayez de limiter au minimum le nombre de ces parenthèses non fermées. Et si vous faites une parenthèse très étrange, que personne ne comprend, qui vous a fait plaisir et que vous la refermez, elle vous servira un jour. Moi, je suis sidéré de voir souvent, 15 ans après, les trucs que j'ai fait. Par exemple, aller présenter, et puis aujourd'hui, je parle de Dominique ici à nouveau, mais c'est vrai qu'on a un parcours qui s'est... J'étais toujours, bien sûr, tout petit, mais j'ai toujours suivi Dominique depuis 20 ans. Et c'est vrai que c'est important. Si je n'avais pas bien fait, je pense, la petite présentation qu'il m'avait demandé il y a 25 ans, il ne m'aurait peut-être pas réinvité la fois suivante, etc., etc. Et puis un PHRC un jour dans un jury, et ben peut-être qu'il ne va peut-être pas défavoriser, etc., etc., etc. Deuxième chose, chaque chose en son temps. Commencez petit, printemps, c'est mon patron qui m'a dit ça, j'aurais dit, calme-toi. Printemps, été, automne, hiver. Il y a un temps pour tout. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc ça veut dire que le RHU, 6 millions, c'est pas la peine de déposer demain, quoi. Vous ne l'aurez pas. Parce que personne ne va donner des choses irréalistes. Donc si vous voulez, au début, attaquez-vous à des appels d'offres qui vous concernent. Ça veut dire les fondations, 50 000 euros, 25 000 euros. De toute façon, ça va bien pour commencer. L'important, c'est que vous soyez, vous, le principal investigateur qui dépose le projet. Et donc, faites ça. Commencez pas à faire trop gros au début, parce que ça ne marchera pas. Personne raisonnable va donner 1 million d'euros à quelqu'un qui n'a jamais eu 100 000. Parce que c'est du vrai argent, c'est de l'argent public, il n'est pas question qu'il soit gâché. Donc ça ne marchera pas. C'est pas que c'est pas juste et qu'on donne tout gros, c'est qu'il faut aller de façon incrémentale. Il ne faut pas être déraisonnable. Donc en revanche, il faut y aller, hein. Il ne faut pas hésiter à changer de saison. Mais il ne faut pas brûler les étapes, parce que sinon ça ne marchera pas et vous serez découragé. Donc ça, c'est un autre point que j'ai appris, c'est qu'il faut apprendre que ça vient, mais il faut prendre le temps quand même nécessaire. Enfin, un autre truc important, j'entends souvent les gens dire « Oh, c'est dégueulasse, je ne l'ai pas eu, de toute façon, c'est souvent les mêmes. » Plus j'avance, et plus vous êtes dans des niveaux élevés, soit de journaux, soit de RHU et ça, l'évaluation compétitive, bah, c'est une réalité. Évaluation compétitive. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, du peer review, etc. Mais ça marche quand même pas trop mal. Et mon expérience personnelle, c'est quand même que c'est une vraie compétition, c'est évaluation, pardon. Évaluation, c'est une vraie compétition. Ça veut dire que c'est dur, hein, mais globalement quand même, c'est juste. Duralex et Lex, c'est vrai. Par exemple, le RHU, je pense que j'avais jamais affronté un appel d'offres aussi, tout seul, un appel d'offres aussi important. J'ai jamais vu un jury aussi compétent et aussi incroyablement efficace. Pour vous donner la petite expérience, mais je pense que Dominique qui a aussi affronté ce truc-là dira la même chose. On n'a jamais eu du premier coup aussi, hein, on a eu 2 fois ça. La première fois, on a déposé un projet qui était un peu, on n'avait pas bien compris l'appel d'offres, qui était un peu gentil, enfin qui était un peu idéaliste, et beaucoup trop vaste. Ça, c'est une grande critique que vous aurez souvent. Over-ambitious, too dispersed. C'est une vraie critique. Il vaut mieux faire un truc plus concentré, plus focalisé, et où vous maîtrisez l'ensemble. Les trucs nice to have, vous oubliez. Il n'y a pas de guirlande, c'est pas nice to have. Il faut que ce soit indispensable à votre projet pour que ce soit dedans. Sinon, vous ennuyez. Et donc, quand on fait ça, ce jury, il nous a dit, c'est pas bon, vous l'avez pas, mais dans le reviewing, ils nous ont dit, il y avait 50 trucs, ça et ça, c'est bien. Et il y avait 7 pages. Et bien, ces 2 choses-là, nous on a fait celui-là, et ma collègue qui était cardiologue, elle a pris l'autre truc, et ils ont fait un autre RHU, ils ont eu aussi, après 2 fois. Vous voyez, c'est quand même incroyable, j'avais jamais vu un tel reviewing, c'était aussi constructif. Et bon, le jour où on va devant les 25 personnes, pour chaque projet, ils ont 7 ou 8 reviewers externes internationaux qui connaissent votre sujet du bout des doigts, donc ils ont tous les trucs précis, ils savent déjà tout. Il y a 5 diapos à montrer, donc ça va vite, hein, c'est que des questions. C'est 3 quarts d'heure de questions avec 25 personnes. Lui, il est responsable de la recherche à Caltech, lui, il est ancien chouette de chez Sanofi, enfin, c'est vraiment top niveau. Peu importe la discipline, on ne peut pas leur raconter d'histoire, hein, donc il n'y a pas de crack. C'est que si on est imparable, on peut passer. Et donc je trouve qu'ici, moi, une nouvelle fois, évaluation compétitive, ne vous plaignez pas. Quand vous n'avez pas, regardez les reviewers, regardez les trucs et recommencez. Pareil pour les papiers. Plus les journaux, j'ai eu la chance de faire quelques papiers dans des très grosses revues, c'était les reviewings les plus justes que j'ai trouvés. Les plus sérieux et les plus impeccables, et la meilleure communication avec les éditeurs. Hein, que ce soit dans CellMed ou dans Nature Medicine ou dans New England, ça a toujours été impeccable. Ne vous plaignez pas. Quand vous perdez, vous regardez et vous recommencez. C'est bête, mais parce qu'on entend beaucoup de gens se plaindre. Mais il ne faut pas trop se plaindre, il faut avancer.
Et puis enfin, pour terminer, pour faire plaisir à notre président de séance, c'est-à-dire que du Pasteur, qui dirige le bel institut parisien, voilà, alors, c'est pas vrai, en fait, il n'a pas dit ça, Pasteur. J'aime bien dire ça toujours à mes étudiants, je dis toujours, la chance d'un bout sueur, comme disait Pasteur. En fait, Pasteur l'a pas dit, mais je le pense profondément. La chance est un souple, il faut de la chance, parce que quand vous avez des appels d'offres, on parle d'appels d'offres à 5-10% de succès, ça ne peut pas être juste, quoi. Parce qu'il y a au moins 20% de projets qui sont bons, alors entre les 20% et 10%, il y a un petit peu de chance, il y a un petit peu que, par exemple, quelqu'un qui vous a connu petit dans le jury, qui va être personne riche, et va être simplement un peu bienveillant, plus attentif à votre truc, probablement. Et si vous en faites beaucoup, vous gagnerez quand même. Et donc la chance, ok, enfin, avant tout, c'est quand même le projet, le fond. Si vous remettez l'ouvrage sur le métier, vous y arriverez, j'en suis certain. Et puis enfin, à la fin, on n'oublie pas, parce que sinon on oublie tout, c'est que, ok, merci les gens qui payent, parce qu'il faut quand même pas exagérer, c'est beaucoup d'argent. Bon, ça peut être la France, ça peut être l'Europe, ça peut être tout ça. Et merci aussi les patients. C'est-à-dire que n'oubliez pas que quand vous êtes chirurgien, ce qui fait de vous, les chercheurs, c'est que vous avez un pied du côté des patients. Qu'en plus vous opérez, donc c'est quand même pas pareil que donner des pilules, hein, c'est quand même, on ouvre le ventre, on enlève des bouts, on change des foies, pour vous dire des trucs, tout à l'heure, on tire avec des ficelles sur les valves cardiaques, enfin, j'ai vu des trucs absolument incroyables. Donc c'est quand même très invasif. C'est une chance formidable, mais donc ça, c'est un truc qu'on a fait depuis quelques années. On était obligé par un truc européen de le faire. Patient Engagement, ça s'appelle. C'est un work package, un truc européen. C'est chaque année, on propose ça. Donc chaque année, on invite tous les gens qui signent du consentement éclairé chez nous à venir un matin, un samedi, écouter pendant 3 heures les chercheurs qui utilisent leur tissu, leur parler de ce qu'ils font. Je peux vous dire, c'est une sacrée expérience. Il y en a 10% qui ne savent pas lire, hein, c'est des obèses, pauvres, tout ça. Et bien ils sont dans la salle, ils sont passionnés, les chercheurs. Il faut qu'ils expliquent ce qu'ils font avec le tissu, la génétique, le machin. C'est une matinée époustouflée. Voilà. Et puis n'oubliez pas ici, il y a Robert Calazzo qui est là, votre équipe, parce que moi si je suis là, parce que Robert est retourné au charbon pour prendre un malade que j'ai opéré hier, tout ça, c'est la vie ça. Donc n'oubliez pas tout ça, vos patients, votre équipe, puis après ça va aller, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, écoutez, bravo encore pour tout ce que j'ai vu tout à l'heure et pour tout ce que vous allez faire après, et puis merci de votre attention. S'il y a des questions, merci d'être venu, Julie, c'est bien qu'il ait accueilli ici le plus souvent possible avec beaucoup de plaisir. J'allais dire, je crois qu'on ne peut pas poser de questions parce qu'il y en a tellement, et puis vous m'avez épuisé. Il n'y a eu aucun. Il faut savoir, tu as vu depuis ce matin, tu vois, Dominique et moi depuis ce matin, on est épuisés. C'est une session qui est tout à fait exceptionnelle, et je voudrais vous le dire. Et puis je voudrais rebondir sur ce qu'a dit François Patou, Duralex, c'est Lex. Mais aujourd'hui, on doit déterminer 2 prix et remercier les laboratoires Brockley qui